si vous voulez bien avoir la gentillesse de marquer votre prénom et votre nom. Ça nous aide à vous repérer dans les 46 ou 50 auditeurs et ça nous permet de valider aussi hein, votre atelier du jour. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Aurélien, Magassa. OK, ça suit. Écoutez, la Maison de l'Europe et la mission locale de Paris est très heureuse donc de vous retrouver sur cette visio. Et donc, nous allons laisser la parole à Monsieur Philippe Le Guen qui va vous expliquer un parcours, qui va vous présenter un parcours original. Et on ne vous en dit pas plus parce qu'on vous souhaite une très très bonne écoute et vous pourrez intervenir à tout moment hein, par le fil de discussion. À tout à l'heure. Isabelle, si je peux me permettre un petit mot Oui, bien aussi de sûr, la vas-y. part de la Maison de l'Europe de Paris. Bien En sûr. fait, je vais peut-être un peu me répéter par rapport à ceux qui n'ont pas encore, qui ont déjà participé à nos séances précédentes, parce que nous, on est la Maison de l'Europe de Paris et la mission locale de Paris. Nous sommes en partenariat depuis plus d'une année et demie. Et parmi les jeunes qui sont là aujourd'hui, on a certains qui sont habitués et qui ont déjà participé à notre précédente session. Voilà, donc le partenariat qui s'inscrit dans la durée. Et donc là, je vois Monica inquiète que je n'ai toujours pas mentionné le nom du Centre d'information Europe Direct, qui est notre partenaire aussi dans cette aventure. C'est inscrit dans le programme des activités du Centre d'information Europe Direct. Je vois aussi Marine, mon autre collègue, très inquiète parce que j'oublie toujours de préciser que on vous demande gentiment si vous pouviez remplir un formulaire de satisfaction. Ça nous permet de répondre à nos obligations envers les institutions européennes. Donc, Marine va poster tout à l'heure sur le chat. Vous avez un bouton discussion où vous allez pouvoir trouver le lien vers le formulaire de satisfaction. Sur cet événement, mais si vous avez le courage de revenir sur les événements précédents que vous avez auxquels vous avez participé, vous pouvez également faire du rattrapage. Je vois pas mal de visages déjà familiers, voilà. Habituellement, cette session est ouverte aussi au grand public et donc il y a des jeunes et des moins jeunes qui participent à cette session. Je voulais juste, avant de passer la parole à Philippe Le Guen qui intervient aujourd'hui directement de la maison Jean Monnet, c'est un bien qui appartient au Parlement européen et Philippe est donc aujourd'hui sur place, donc il nous fait un peu envoyé spécial de la maison Jean Monnet. Mais je voulais dire juste un petit truc parce que notre ancienne présidente, Catherine Lalumière, peut-être certains d'entre vous l'ont connue parmi les jeunes parce que les anciens l'ont connue certainement. Elle avait l'habitude de dire que pour faire connaître et aimer l'Union européenne, peut-être pas aimer, mais apprécier, ça aurait été bien de faire ce que font souvent les Américains, c'est-à-dire les films, ce qu'on appelle les biopics. Certains d'entre vous, peut-être, ils ont entendu parler d'un film sur Lincoln. Voilà, c'est un peu l'histoire romancée qui permet à la nation de se réunir autour d'une personnalité. Et s'il y a une personnalité qui est assez, qui pourrait être, qui serait idéal pour faire un biopic comme ça, c'est vraiment l'histoire de Jean Monnet. J'ai salué au passage Madame Michèle Guyot-Rose que je vois sur l'écran, qui préside une fondation qui s'appelle la Fondation Hippocrène. Il se trouve que le père de Madame Guyot-Rose, Monsieur Jean Guyot, a travaillé avec Jean. Voilà, peut-être que Absolument. ou dire un petit mot après. Voilà, donc je voulais insister sur ce fait que nous, en Europe,
on n'arrive pas à mettre en valeur les personnalités singulières qui ont créé l'Union européenne. Alors, Philippe, c'est maintenant à toi de notre envoyé spécial à la maison de Jean Monnet, c'est là où il travaille en fait, qui va nous faire aimer Jean Monnet pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, merci Ursula pour cette introduction tout à fait pertinente. D'ailleurs, je t'invite à venir travailler avec moi pour qu'on écrive le script du biopic, hein, puisque bon, je suis tout à fait de ton avis. Il y a même une série Netflix à faire sur Jean Monnet parce qu'il a eu une vie tout à fait romanesque par certains côtés, aventurière par d'autres et passionnante. Alors, je suis heureux aujourd'hui de vous saluer tous. Je vois certains amis aussi, notamment Miguel Angel, que je salue, qui est depuis l'Espagne, etc. Je vois que quand on appelle le nom de Jean Monnet, tous les amis européens sont présents. Et je salue les jeunes de la mission locale de Paris qui ne connaissent pas encore peut-être le personnage et qui, j'espère, vont avoir envie d'en savoir plus peut-être à la fin de cette présentation. Alors, de qui allons-nous parler? Alors, ce Jean Monnet, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très bien dans notre propre pays, en France, dont il est originaire, bien qu'il y ait quand même plusieurs établissements scolaires à travers la France, des écoles, depuis l'école maternelle jusqu'aux universités, qui portent le nom de Jean Monnet. Et donc, certaines fois, vous savez, bon, on a tous été dans un établissement scolaire qui portait un nom et on ne s'est pas forcément finalement soucié beaucoup de savoir qui était derrière ce nom. Mais donc, quand même, si on a donné le nom de Jean Monnet à beaucoup de lieux publics, de places, de rues, de carrefours, de ronds-points et d'établissements scolaires, c'est quand même que c'est quelqu'un, sans doute, qui a fait quelque chose d'important pour la France et aussi pour l'Europe, voire pour le monde entier. Alors, Jean Monnet, souvent, donc je suis ici et je vous accueille, j'aurais bien aimé vous accueillir physiquement, mais bon, vous savez bien qu'en ce temps de Covid, on est à distance, mais j'espère que j'aurai l'occasion de le faire et que des groupes de jeunes vont pouvoir revenir. Nous avions l'habitude d'accueillir ici 250 groupes de jeunes par an. Et effectivement, ça nous manque beaucoup, ce contact direct avec les personnes. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui depuis le musée, depuis le salon de Jean Monnet, dans lequel, eh bien, pour tout vous dire, il a conçu la première communauté européenne en 1950. Donc, c'est à l'endroit même où je suis assis que ça s'est passé. Donc, pour moi qui travaille ici, évidemment, c'est beaucoup de souvenirs, enfin de mémoire, de me dire je suis dans ce lieu où tant de choses ont été imaginées, travaillées, conçues, discutées. Mais nous allons revenir là-dessus. Je voulais juste vous dire cela. Donc, je suis dans le musée et j'ai quelques objets aussi autour de moi parce que je n'ai pas un caméraman qui bouge avec moi, donc je ne vais pas pouvoir évidemment me lever comme je ferai dans une visite guidée, mais j'ai quelques objets avec moi que je pourrais vous montrer tout à l'heure pour illustrer mon propos. En attendant, j'ai un PowerPoint, donc je vais partager avec vous, pas tout, mais au moins le début. Alors, est-ce que tout le monde le voit bien? On ne sait jamais trop si les gens le voient bien, hein, mais bon, voilà. Donc Jean Monnet, on l'appelle souvent le père de l'Europe, à ne pas confondre avec Claude, un autre Monet, mais avec un seul N, qui s'appelle Claude Monet, le peintre impressionniste. Vous savez, il y a une maison de Claude Monet aussi en Normandie, et bon, ça nous arrive que des visiteurs se trompent. Alors, bon, ben, on les retient et on leur dit, mais vous allez apprendre aussi à découvrir un autre Monet. Il ne peignait pas lui-même, mais sa femme était peintre. Donc, vous voyez, ceux qui s'intéressent à la peinture n'auront pas tout perdu de venir à la maison Jean Monnet. Alors, eh bien, ce Jean Monnet, il est né en 1888, donc à la fin du 19e siècle, et il est décédé en 1979. Alors, évidemment, pour les plus jeunes d'entre nous, ça paraît être le Moyen-Âge, mais c'est quand même assez récent. Mais il a traversé tout le XXe siècle. Et il a une vie
très bien rempli. Je dirais, il n'y a aucun moment dans sa vie, finalement, où il n'a rien fait, quoi, hein. Il y a des moments où il a changé plusieurs fois de métier, hein, je vais revenir là-dessus. Mais il a toujours fait des choses très importantes et il s'est trouvé, je dirais, toujours au bon moment, finalement, et au bon timing et au bon endroit dans l'histoire pour faire des choses très importantes. Tantôt, il s'était à Londres ou à Washington, ou bien à Moscou, ou bien en Chine, ou bien à Paris, et ensuite à Luxembourg. Mais il a été toujours tout le siècle jalonné de moments où on retrouve Jean Monnet. Et on le retrouve notamment d'autant de manière étonnante que finalement, Jean Monnet, c'est… alors là, ne m'accusez pas de parisianisme, hein, mais c'est un petit provincial, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est François Mitterrand qui l'a dit lors de son éloge funèbre et le transfert des cendres au Panthéon, parce que oui, Jean Monnet est au Panthéon, donc ce n'est quand même pas n'importe qui. Il a dit c'était un petit provincial de Saintonge. Saintonge, c'est une région qui est proche de la région de Cognac. Je vous l'ai mis sur la carte. Vous voyez, c'est au nord de Bordeaux, entre Bordeaux et Poitiers. C'est ce qu'on appelle le Poitou. Maintenant, ça s'appelle la région Nouvelle-Aquitaine. Et la ville de Cognac, alors qui est connue parce qu'il y a un alcool qui s'appelle le cognac. Je pense que vous connaissez tous le cognac, même si peut-être vous n'en avez jamais bu. En tout cas, il y a un alcool qui s'appelle le cognac et il est produit dans cette région. Et justement, Jean Monnet est issu d'une famille de producteurs, négociants de cognac, d'alcool de cognac. Et donc, c'est un commerçant au départ, enfin, il est né dans cette famille-là. Son père avait une grande coopérative. Alors, j'ai ici d'ailleurs la bouteille. Hein. Voilà, j'ai ici la bouteille qui prouve, hein, la bouteille Cognac Monnet. Alors, cette marque existe toujours, mais elle n'est plus dans la famille d'origine de Monnet, mais elle existe toujours et la recette existe toujours. Et cette bouteille, évidemment, Jean Monnet aussi en faisait un moyen aussi enfin, il en faisait cadeau à ses collaborateurs en fin d'année. Ceux qui avaient bien travaillé avaient le droit à la bouteille exceptionnelle. Donc, vous voyez que c'est aussi quelque chose qui nous ramène à Jean Monnet. Alors, Jean Monnet a commencé sa carrière comme cela, et son père l'a retiré très tôt de l'école. Donc, non pas qu'il avait des mauvaises notes, ou qu'il était un mauvais élève, mais parce qu'il avait besoin de son fils pour aller vendre le cognac à l'international, dans le monde entier. Et donc, il a jugé que les études telles qu'elles étaient organisées à l'époque en France ne permettaient pas cela, donc il l'a envoyé à Londres. Donc, à l'âge de 16 ans, donc c'est très jeune, son père le retire du système scolaire. Donc, Jean Monnet n'aura jamais un seul diplôme. Il aura plus tard des diplômes honoris causa. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est des diplômes d'honneur. C'est-à-dire que des universités vous remettent un diplôme pour tout ce que vous avez fait dans votre carrière, pour faire partie finalement de ce monde de l'université, en reconnaissance de votre travail. Mais vous n'avez jamais été sur table, faire un devoir sur table pour avoir ce diplôme. C'est un diplôme d'honneur. Donc ça, Jean Monnet en aura plusieurs des très prestigieux à la fin de sa vie, mais à l'âge de 16 ans, il interrompt ses études, il n'ira pas jusqu'au baccalauréat, et son père l'envoie à Londres. Pourquoi Londres? Et là, nous sommes au début du XXe siècle, nous sommes tout juste après le 1900. Pourquoi Londres? Parce que Londres, c'était déjà à l'époque la capitale internationale du commerce et des finances. Et donc, pour apprendre le métier de commerce international, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, quoi de mieux que d'apprendre cela à Londres? Et ça, son père l'avait compris. Et Jean Monnet part 2 ans à Londres pour faire sa formation professionnelle pour devenir un vendeur international de cognac. Quoi de plus logique? Ça, c'est quelques aspects de vous voyez, le monde du cognac. Alors, si un jour vous allez dans cette région, je vous invite à aller visiter les musées à Cognac parce que c'est très intéressant la manière dont on fabrique ce cognac. Alors, là, il y a quelques citations. Je pourrais vous donner hein, le PowerPoint en entier,
mais je préfère passer un peu vite sur certains aspects. Mais vous voyez, Jean Monnet trouvait qu'à l'école, on était trop étriqués et lui, il voulait aussi découvrir le monde. Donc, son père l'envoie au retour de Londres, il a 18 ans, et maintenant, son père décide qu'il est tout à fait prêt à partir vendre le cognac seul et aller conquérir l'Amérique. Imaginez-vous, hein, on ne prenait pas l'avion, ça n'existait pas. Donc, on prenait des bateaux transatlantiques. Vous avez tous vu le Titanic, choses comme ça. Bon, il faut savoir que Jean Monnet aurait pu prendre le Titanic parce que le Titanic, c'était finalement un de ces bateaux. Il y en avait plusieurs en concurrence, comme aujourd'hui, vous avez plusieurs compagnies aériennes. Et c'était celui qui traversait l'Atlantique, enfin, quand on espérait qu'il arrive, mais qui était prévu de traverser le plus vite. Donc, ça permettait de gagner du temps. Donc, évidemment, les gens payaient très cher pour aller plus vite, comme aujourd'hui. Hein. Donc, ils se trouvaient sur ces bateaux et ils allaient régulièrement en Amérique et au Canada. Et il a été profondément marqué par ce qu'il a vu dans ces pays-là à cette époque, notamment le fait que les gens qui étaient partis, évidemment, émigrer au Canada et aux États-Unis, et les premiers immigrants étaient partis, avaient tout abandonné dans leur pays d'origine et étaient partis pour conquérir, refaire leur vie, faire des projets, se lancer dans des entreprises. Et ça a beaucoup marqué Jean Monnet. Ces Américains et Canadiens qui étaient des grands entrepreneurs et qui ne s'arrêtaient jamais. Quand un projet était terminé, ils allaient vers le sud. Oui, ce type. Et Jean Monnet fera pareil d'ailleurs, s'inspirera beaucoup de cela. Mais alors, vous pourrez me dire, bon, bah, c'est formidable. Ce monsieur nous parle de la vie d'un jeune très doué dans le commerce international au début du XXe siècle et qui a bien réussi sa vie, mais ça aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu rester, en effet, comme son père, propriétaire d'une grande compagnie d'alcool et continuer comme ça à conquérir le monde. Il avait commencé comme ça. Mais à l'âge de 26 ans, en 1914, eh bien, il y a un changement majeur dans sa vie. Et c'est là qu'on commence à ne plus suivre vraiment la trajectoire classique d'un personnage que l'on comprend habituellement. Là, il y a un premier mystère. Parce que chez Jean Monnet, moi je dis, il y a plusieurs mystères. Il y a le mystère de 1914. Alors, comme disait Jean Monnet lui-même, il disait, il n'y a pas de mystère, il y a beaucoup de travail. Bon, d'accord, mais il y a quand même un mystère. Parce qu'il a 26 ans, 1914, et la guerre est déclarée, vous savez, entre la France et l'Allemagne. Donc, il était en voyage, il revient en France et il veut aller rejoindre son unité puisqu'il y a la mobilisation générale. Mais en fait, il n'est pas envoyé sous les drapeaux parce qu'il avait été réformé pour raisons médicales. Alors là, bon, ça ne l'a pas empêché de vivre jusqu'à près de 90 ans. Donc, on va dire que ceux qui l'ont réformé à l'époque, peut-être, n'étaient pas très doués en médecine. Mais en tout cas, il a été réformé, donc il ne pouvait pas aller se battre sur le front. Son frère Gaston a été envoyé sur le front. Heureusement pour lui, il n'a été que blessé, parce que vous savez que la Première Guerre mondiale, malheureusement, quand on partait sur le front, on avait peu de chance d'en revenir. Et donc, Jean Monnet, là, se dit, mais ce n'est pas possible. Je suis un patriote, je veux faire quelque chose pour mon pays. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Puisqu'on ne veut pas de moi comme militaire, qu'est-ce que je sais faire? Eh bien, je sais m'occuper du transport de marchandises sur les bateaux entre la France et l'Amérique, par exemple. Je connais bien ce qu'on appelle la marine marchande, le fret, hein, le transport de marchandises. Et donc, il se met à étudier la question, et notamment la question entre la France, je vais enlever le partage comme ça pour le moment, entre la France et la Grande-Bretagne. Parce que à l'époque, et c'est pour la première fois dans l'histoire, et aujourd'hui ça nous paraît logique d'être allié avec la Grande-Bretagne, mais
pendant des siècles, on était en guerre avec la Grande-Bretagne. Et là, en 1914, on était alliés avec la Grande-Bretagne. Donc, il se dit, puisque nous sommes alliés, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler unis quand on est alliés. Et en fait, dans cette époque, au début de la guerre de 14, eh bien, les Anglais, la Grande-Bretagne travaillent seuls dans leur coin et les Français seuls dans leur coin. Et notamment pour le transport de marchandises, puisqu'il faut acheter des marchandises et matières premières. On dirait aujourd'hui du pétrole, mais ce n'était pas du pétrole. On achetait du charbon, on achetait du blé pour pouvoir manger, on achetait toutes sortes de matières premières à l'étranger, notamment aux États-Unis. Eh bien, les deux pays sont en concurrence, ils ne travaillent pas ensemble. Alors, pour Jean Monnet, c'est une ineptie, c'est complètement idiot, puisqu'on est unis contre un ennemi commun. Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Donc, il se rend compte de cela et il dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, dites-vous bien, il a 26 ans, il est inconnu, il n'a jamais fait d'études, il n'est pas du tout diplômé d'une grande école ou d'une école militaire. Il est simplement un honnête commerçant qui a le cerveau bien fait, qui a quelques idées. Il dira d'ailleurs plus tard, vous savez, quand vous avez des idées simples, vous les présentez aux hommes politiques et ils les acceptent parce qu'ils les comprennent bien et elles sont simples. C'est un peu résumé la situation. Il se dit, voilà, il faut que j'aille parler de ce problème que j'ai identifié au sommet de l'État. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle René Viviani, donc c'est un premier ministre. Il n'y avait pas vraiment l'équivalent du président de la République à l'époque, mais c'est comme si aujourd'hui, un jeune de 26 ans qui a de bonnes idées allait voir Macron et lui dit, écoute, ton histoire de vaccin, ça ne va pas du tout. Moi, je vais t'expliquer comment il faut qu'on fasse. Bon, vous pouvez imaginer qu'il serait peut-être pas forcément bien reçu. Eh bien, le jeune Jean Monnet, c'est ce qu'il fait. Alors, il en parle d'abord à son père. Son père lui dit, écoute, toi donc de ce que tu connais, enfin, qu'est-ce que tu vas aller parler de ça avec les grands décideurs politiques? Il dit, non, mais moi, alors, comprendre que Jean Monnet, il est un peu têtu. Quand il a une idée en tête, évidemment, il n'en démord pas. Et il dit, non, il faut absolument que j'aille parler de ça à M. Viviani. Alors là, il y a un premier mystère. On sait que son père avait des relations d'affaires, etc. Mais on ne sait pas trop par quel truchement, mais en tout cas, il obtient un rendez-vous avec ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le Premier ministre. Donc, imaginez-vous, il est inconnu, il arrive de Cognac, il est marchand de cognac, il n'a jamais fait d'études, et on le reçoit chez le Premier ministre et on lui dit, jeune homme, vous avez 5 minutes pour me dire pourquoi vous êtes là. Et il arrive à convaincre le Premier ministre qu'il faut l'envoyer en Angleterre, lui, parce qu'il connaît bien les Anglais, et il voit qu'on ne travaille pas bien entre les Français et les Anglais, qu'on n'arrive pas à s'organiser pour faire venir en transport par bateau les matières premières dont on a besoin pour faire la guerre, et que si on ne fait pas ça mieux, on va perdre la guerre. Voilà ce qu'il dit en substance au Premier ministre. Et bien, le Premier ministre, il lui dit, écoutez, jeune homme, allez-y. Le premier mystère. Jean Monnet, là-dessus, n'expliquera pas plus. Il dira, écoutez, voilà, j'ai dit ça, il a compris, il m'a envoyé à Londres. Donc là, la vie de Jean Monnet, elle change. Vous voyez, ce jeune homme de 26 ans, ça y est, il n'est plus dans le commerce, dans les affaires privées, il devient dans les affaires publiques. Et il devient à la tête, imaginez-vous, il est envoyé à Londres, et là, vous avez des états-majors militaires, vous avez des hauts fonctionnaires, vous avez des gens, des diplomates. Il voit débarquer ce jeune-là, marchand de cognac, avec son petit chapeau, et qui veut leur expliquer comment travailler entre les franco-britanniques. Imaginez bien qu'il y a certains qui n'ont pas forcément réservé le meilleur accueil. Eh bien ça, je dirais même que Jean Monnet, ça le stimule. Pour parler vulgairement, plus on lui savonne la planche, plus on lui met des difficultés et des bâtons dans les roues, plus il y va. Et voilà. Et donc, il a réussi à monter en quelques mois, évidemment, ça a pris un peu de temps, mais au milieu de la guerre de 14-18, en 1916, il a monté une coordination franco-britannique d'approvisionnement qui fonctionne et qui fonctionne mieux évidemment que ce qu'il y avait avant.
mais qui va même fonctionner très bien pour acheminer les renforts américains en 1917. Et donc, la vie de Jean Monnet, vous voyez, elle a basculé dans un autre monde. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu le traité de Versailles, le traité de paix, et on a créé une structure internationale qui s'appelait la Société des Nations. Aujourd'hui, vous avez dû entendre parler de l'ONU, on en parle souvent, hein. Les Nations Unies. Enfin, les Nations Unies, c'est… la Société des Nations, c'est l'ancêtre des Nations Unies. Et donc, on crée cette Société des Nations pour éviter les autres guerres. Vous avez vu comme ça a été efficace. Hein, évidemment, l'objectif, c'était d'éviter les autres guerres. Bon. Eh bien, le jeune Monnet, qui avait à l'époque 30 ans, puisqu'on est 4 ans après sa rencontre avec René Viviani, on le nomme numéro 2 de cette structure. Donc, il devient le secrétaire général adjoint de cette Société des Nations nouvellement créée. Imaginez-vous, 30 ans. Alors, c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'on avait d'ailleurs un Français aussi jeune, qui était le deuxième homme le plus important finalement du monde à cette époque, dans cette Société des Nations. Alors là, Jean Monnet, il va donner tout son talent aussi pour aider un certain nombre de pays à se reconstruire après la guerre, à restructurer la monnaie de ces pays, par exemple en Roumanie, en Pologne, dans d'autres territoires, la Tchécoslovaquie, etc. Ce serait trop long à vous tout expliquer, mais il travaille là-dessus, comme aujourd'hui, les grands agences internationales travaillent aussi dans le monde entier pour essayer de mieux organiser les pays et les économies de ces pays. Il va faire ça pendant quelques années, et puis Jean Monnet, c'est quelqu'un qui, quand il pense qu'il ne peut plus être utile quelque part, il préfère démissionner. Alors, effectivement, je vais remettre le partage. Effectivement, Jean Monnet découvre que cette Société des Nations, telle qu'elle a été imaginée, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Attendez, je remets ça là, excusez-moi. Voilà. Ça ne marche pas pour la simple raison que les pays qui sont membres n'arrivent pas à s'entendre et qu'il y a le droit de veto. C'est-à-dire que quand un pays membre n'est pas d'accord, il s'oppose à la décision, tout simplement, et que ça bloque. Et qu'on avait beau peut-être avoir les meilleures intentions du monde, eh bien, on est bloqué. Alors, ça ne vous rappelle rien? Aujourd'hui, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez bien qu'il faut aussi que ses membres votent à l'unanimité. Et on l'a vu lors de la guerre en Syrie, eh bien, il y a certains pays qui ont refusé des sanctions ou qui ont refusé des interventions et on n'a rien pu faire. Bon. Eh bien, Jean Monnet, déjà à l'époque, en 1923, il se rend compte de cela et il dit moi, ça ne sert à rien pour moi que de continuer là-dedans. Donc, il démissionne de cette institution et il devient banquier. Alors, vous allez me dire, banquier, bon, alors, il était homme d'affaires et vendait du cognac. Bon, après, il s'est occupé d'affaires publiques. Et puis, le voilà banquier. Alors, vous savez que les banquiers, bon, c'est vrai, ils n'ont pas toujours la meilleure réputation du monde. Je suis désolé pour Madame Guyot-Rose, dont le père était banquier, mais il y a des bons banquiers. Hein. Et notamment, Jean Monnet, il est banquier, mais animé d'une volonté d'aider l'intérêt général et pas un intérêt particulier. C'est-à-dire que son idée de banquier, c'est de prêter de l'argent aux pays qui en ont besoin pour reconstruire leur économie. Alors, il va faire ça quelque temps, mais vous savez peut-être qu'il y a eu une grande crise financière en 1929, la crise de 29, et à ce moment-là, les banques, comme tout le système financier s'est effondré, les banques, évidemment, ont perdu beaucoup d'argent. D'ailleurs, il le dit dans ses mémoires, j'étais banquier à San Francisco, j'ai gagné, puis perdu beaucoup d'argent. Bon, il pense avec philosophie, mais il dit, il y a quand même une chose que j'ai gardée, que j'ai capitalisée, c'est de l'expérience. Et donc, Jean Monnet, vous voyez, tout au long de sa vie, il capitalise de l'expérience avec tout ce qu'il fait, et ça lui servira évidemment pour plus tard. Alors, à cette époque, je vais faire un petit aparté pour vous raconter aussi sa vie privée, parce que, bon, Jean Monnet, il n'aimait pas trop parler de sa vie privée, parce qu'il considérait qu'il avait une vie tout à fait
normale et qui n'avait pas énormément d'intérêt. Mais nous, les historiens en particulier qui se sont penchés sur la vie de Jean Monnet, il y en a plusieurs, et il y en a sûrement aussi qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourront peut-être compléter tout à l'heure dans la séance de questions. Il y a quand même un côté qu'on aime bien expliquer, c'est sa rencontre avec sa femme, avec Sylvia, que vous voyez là en photo sur le banc. Là, ils étaient en Chine à cette époque. Et Sylvia Monnet, donc Sylvia de Bondini, de son nom de naissance, était une Italienne qu'il avait rencontrée à Paris, mais qui était une Italienne qui avait grandi dans une famille basée à Constantinople. Alors Constantinople, c'est l'ancien nom de la ville d'Istanbul. Vous allez me dire, c'est une Turque. Non, parce qu'à l'époque, Constantinople, c'était une ville qui était, évidemment, il y avait des populations turques, mais il y avait beaucoup de gens d'origine de différents pays d'Europe. On les appelait les Levantins, parce qu'ils étaient les pays du Levant, hein, là où le soleil se lève, à l'est. Et donc, les Levantins, qui étaient basés à Constantinople depuis des générations, et il y en avait qui étaient d'origine française, donc plutôt francophone, il y avait des Grecs, il y avait des Italiens, il y avait toutes sortes d'origines, des Russes, etc. Bon, c'était un carrefour, ça l'est toujours d'ailleurs, un carrefour, Constantinople. Et Sylvia, son père, tenait un journal, était rédacteur en chef d'un journal à Constantinople, qui, bien qu'italien, c'était un journal francophone. Donc, vous voyez qu'il rencontre une femme qui est un peu comme lui, qui a une vision du monde, qui d'elle-même, dans son origine, très jeune, a été confrontée à différentes cultures. Et donc, ils ont, je dirais, comme on dirait aujourd'hui, ils ont matché. Hein. Il n'y avait pas Tinder, mais ils se sont rencontrés comme ça lors d'un repas et ils ont eu un coup de foudre. Le seul problème, parce qu'il y en avait un, c'est que Sylvia était déjà mariée. Dire, bon, c'est des choses qui arrivent. Hein, l'amour, des fois, on peut faire un mariage et puis ce ne soit pas un mariage d'amour et puis vouloir avoir une autre vie. Alors, effectivement, quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit c'est assez facile, il suffit de divorcer et puis de se remarier. Mais à l'époque, c'est pas si facile, c'est même pas facile du tout, parce que, figurez-vous, quand elle était mariée selon le droit italien, et en Italie, eh bien, le divorce n'était pas reconnu, n'existait pas, n'était pas écrit dans la loi. Donc, il était impossible pour Sylvia de divorcer, selon la loi italienne. Alors, c'est embêtant parce qu'évidemment, elle avait déjà quitté son mari pour vivre avec Jean Monnet. Jean Monnet est quelqu'un, vous l'avez compris, qui voyageait beaucoup. Vous les voyez là en Chine. Hein, bon, le mari italien, bon, évidemment, n'était pas content que sa femme soit partie. Et non seulement, ce n'est pas qu'il s'opposait au divorce, c'est que pour lui, il n'y avait pas possibilité de divorce, ça n'existait pas. Donc, Jean Monnet est face à un problème. Et je ne sais pas si vous avez déjà compris dans mon propos que quand il y a un problème, Jean Monnet, en principe, cherche des solutions. Il trouve d'ailleurs souvent des solutions. Et là, il ne trouvait pas de solution. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il arrivait quelque part et puis on lui disait c'est embêtant parce que le monsieur Giannini, qui était le nom du mari, il a porté plainte, vous avez enlevé sa femme, etc. Donc, c'est embêtant, vous êtes recherché. Et puis Jean Monnet était quand même un peu connu, notamment des milieux diplomatiques, etc. Donc, Jean Monnet est embêté. Il dit non, il faut qu'on régularise cette situation. Alors, moi, je n'ai pas d'autres exemples dans l'histoire et au monde qui ont fait la même chose que Jean Monnet pour trouver une solution à son mariage. Si vous en trouvez un ou si vous en connaissez un, je serais ravi de l'apprendre. Mais Jean Monnet, il y a un ami à lui, un avocat, qui lui dit, écoute, tu aurais bien une solution possible. Il y a bien un pays où tu pourrais te sortir de ce tracas avec ce divorce, etc.
bon. Alors, je ne vais pas faire durer du suspense. Quand on a des visiteurs, je fais un quiz pour qu'on devine le pays. Mais là, évidemment, en Zoom, ce n'est pas très pratique. Donc, le pays, je vous le dis tout de suite, c'est l'Union soviétique. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle la Russie, mais à l'époque, ça s'appelait l'Union soviétique. Et vous avez sans doute quand même connaissance que ce pays était dirigé par un dictateur pas très sympathique, pour le moins, qui s'appelait Joseph Staline. Et je ne suis pas sûr qu'il était très enthousiasmé par les affaires de cœur. En tout cas, ça s'est passé sans doute avec l'accord de Joseph Staline, ou du moins peut-être sans son refus. En tout cas, ça, on ne sait pas parce qu'on cherche encore des archives historiques qui pourraient nous éclairer sur ce point. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à Moscou, tous les deux. Hein, et eh bien, les autorités soviétiques ont donné la nationalité soviétique, la citoyenneté soviétique, à Sylvia. Donc, ils ont dit, voilà, Sylvia, c'est un peu comme Depardieu, vous savez, avec Poutine. Hein, il est arrivé, Sylvia est arrivée, on lui a dit, voilà, ben, on vous fait soviétique. Donc, on vous donne un passeport soviétique, vous êtes soviétique. Bienvenue chez vous, citoyenne soviétique, camarade. Bon, ok. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les soviétiques ne reconnaissaient aucune autre loi au monde que la loi de l'Union soviétique. C'est pratique, hein. Donc, en étant soviétique, et comme le divorce était autorisé en Union soviétique, eh bien, on pouvait divorcer. Puisqu'il n'était pas autorisé en Italie, mais ça ne s'appliquait plus puisqu'elle était soviétique. Donc, les soviétiques disent, bon, ben voilà, chère Sylvia, vous êtes divorcée, hein, de manière unilatérale. C'est un peu, évidemment, c'est pas très sympathique peut-être pour l'autre partie, hein, qui va recevoir une lettre de l'Union soviétique disant, cher monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes, à partir de maintenant, divorcé de votre femme, qui est une citoyenne soviétique. Alors ça, bon, c'est un petit peu cavalier, mais Jean Monnet, vous voyez, ça ne l'a pas arrêté, c'était la solution. Donc, elle a été divorcée de son mari italien et elle a été remariée avec Jean Monnet. Elle est devenue donc française. Voilà. Et donc, ils sont partis ensuite faire reconnaître ça auprès de l'ambassade de France. Et donc, voilà, l'affaire était faite. Donc, vous voyez un peu, c'est quelque chose de, à mon avis, totalement inédit et totalement unique en son genre, mais que Jean Monnet lui a permis eh bien, de pouvoir se marier avec celle qu'il aimait et avec qui il est resté marié d'ailleurs toute sa vie jusqu'à sa mort. Elle l'a suivi d'ailleurs, bien que 15 ans plus jeune que lui, elle ne lui a pas survécu très longtemps. Et donc, ils ont été toujours un couple absolument très proche et fusionnel. Et donc, cette histoire d'Union soviétique, moi, je la cite toujours comme étant la méthode Monnet pour Prends ton téléphone. Pour contourner un obstacle majeur. Alors, Jean Monnet est en Chine. Bon, il travaille avec le gouvernement chinois. Je passe un peu vite là-dessus. Parce que ce qui est important, c'est de se souvenir de Jean Monnet. Un autre moment important de l'histoire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, à la Première Guerre mondiale, il avait travaillé avec les Anglais, on s'en souvient. Donc, à la Deuxième Guerre mondiale, il est parti pour faire la même chose. Donc, il se trouve à Londres. Mais vous savez tous que ça n'a pas été la même situation qu'à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté, il y avait la ligne Maginot censée arrêter les Allemands. Elle n'a rien arrêté du tout. Les Allemands sont passés par la Belgique et ils ont envahi rapidement le nord de la France. Et donc, pour Jean Monnet, il y a un péril immense et il se rend bien compte que ce sera très difficile, voire quasiment impossible, de lutter contre les armées d'Hitler. Donc, il propose quelque chose, encore une fois, d'absolument étonnant, inédit, extravagant peut-être pour certains, en tout cas de très osé. Il propose qu'on fasse une union franco-britannique, c'est-à-dire que c'est plus de la coordination, c'est plus travailler ensemble, c'est faire un seul pays entre la Grande-Bretagne et la France.
pour lutter contre Hitler, contre l'Allemagne, contre les nazis. Donc d'unir ses forces, mais complètement, de fusionner tout ce qui peut être encore fusionné. Une seule armée, un seul gouvernement, un seul commandement, un seul drapeau, un seul pays. Alors, on n'a jamais parlé de la langue. Bon, je ne sais pas ce qu'on aurait parlé, franglish. En tout cas, il dit ça parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour lui pour que la France puisse résister avec l'Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la France et l'Angleterre étaient des puissances coloniales qui avaient aussi des grandes richesses en Afrique, en Asie. Et donc, le fait d'unir les deux pays aussi, c'était mettre en commun toutes ces ressources, cette puissance. Et puis, il y avait aussi la marine française qui était en Méditerranée et qui était pratiquement intacte et qui était une grande marine. Donc, Churchill, que vous voyez là sur la photo, qui était le Premier ministre britannique, que tout le monde connaît avec son gros cigare, eh bien, lui, il est très pragmatique. Jean Monnet vient le voir et lui propose cette union franco-britannique et il dit bah, d'accord, je marche, ça m'intéresse. Donc, les Anglais sont d'accord, il reste les Français. Donc, il faut présenter le projet à la France. Et là, il y a un émissaire à Londres, à l'époque, qui n'était pas très connu, même pas du tout connu, c'était un jeune général qui venait d'être promu au grade de général, qui s'appelait De Gaulle, Charles de Gaulle. Il était là parce qu'il était venu en tant que ministre, sous-secrétaire d'État à l'armement, il était venu voir les Britanniques. Et Monnet l'attrape par la manche et dit, voilà, en général, j'ai ce projet-là, Churchill est d'accord, l'Union franco-britannique, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aller le présenter au gouvernement français. De Gaulle est surpris. Hein. Bon, De Gaulle, ce n'était pas forcément quelqu'un qui aimait beaucoup les Anglais et qui s'imaginait être sous le commandement des Britanniques ou bien que la France puisse être un jour un seul et même pays avec les îles britanniques. En tout cas, bon, il dit, de toute façon, ce n'est pas à moi d'en décider, je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis pas le chef du gouvernement, donc je vais aller leur présenter ce dossier et puis on vous écrira. Hein. Évidemment, les choses se sont précipitées parce que tout ça, ça s'est passé en quelques jours, juste avant que le maréchal Pétain arrive au pouvoir et décide de faire l'armistice avec Hitler. Et donc, on est l'occupation allemande. Et ça s'est passé vraiment vous savez, dans l'histoire, il y a des moments comme ça qu'on a même du mal à expliquer parce que ça va tellement vite. En quelques heures, la situation change, la situation évolue et on est finalement en direct en train de vivre des choses qui sont remplacées par d'autres immédiatement. Et donc, cette union franco-britannique, finalement, De Gaulle ira la présenter, mais trop tard. Pétain, entre-temps, a pris le pouvoir et donc n'en veut pas. Donc, De Gaulle s'enfuit parce que Pétain voulait l'arrêter, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idée de capituler face à l'Allemagne. Donc, De Gaulle retourne à Londres et il fait son fameux discours du 18 juin. Et l'Union franco-britannique, finalement, tombe aux oubliettes de l'histoire. Qui s'en souvient aujourd'hui, à part quelques historiens, alors que c'était quand même une idée très audacieuse de Jean Monnet. Alors Jean Monnet, lui, du coup, il n'abandonne pas et il se met au service, non pas de De Gaulle, parce que pour lui, De Gaulle n'était pas assez, comment dire, il n'y avait pas assez de monde autour de lui, c'était juste quelques hommes à l'époque, au début. Donc, il se dit, non, moi, je vais travailler plutôt avec les Anglais. Donc, il se met au service de Churchill. Et là, il devient britannique. Churchill lui donne un passeport britannique. Vous voyez, bon, vous allez me dire, les passeports, on les donne facilement. Mais en tout cas, dans les périodes de crise, les périodes de guerre, les choses… il y a quelqu'un récemment qui a dit c'est la guerre, mais on n'en est pas vraiment rendu compte. Mais en tout cas, à cette époque, quand on dit c'est la guerre, les choses se passent rapidement et les décisions se prennent vite. Donc, on envoie Monnet parce qu'il a Monnet aux États-Unis, parce que Monnet, au fil de sa carrière, depuis qu'il était tout jeune vendeur de cognac, eh bien, il s'est fait un réseau très important en Amérique et aux États-Unis.
Et là, il ne le doit qu'à son propre talent, hein, de se faire ce réseau. Vous avez compris que ce n'était pas quelqu'un qui avait des relations familiales ou qui avait rencontré des gens importants sur les bancs de l'école. Donc, il a, grâce à son talent au cours de toutes ces années, il a des amis très, très proches, mais vraiment des amis intimes qui sont dans le cercle de décideurs autour du président américain Roosevelt. Et ça, je dirais, c'est encore un mystère, finalement. Comment ce petit monsieur de cognac, vendeur de cognac, a-t-il pu avoir autant d'entrées auprès de gens aussi importants dans le gouvernement américain? Il le doit à son talent, il le doit à ses idées. En tout cas, les Anglais ont besoin de lui pour convaincre le président Roosevelt de faire fabriquer et de livrer des armements, et en particulier des avions de guerre, à la Grande-Bretagne, pour résister à Hitler. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Américains ne veulent pas entrer dans la guerre. Ils veulent rester neutres. Ils ont des mauvais souvenirs de la Première Guerre mondiale, ils ne veulent plus aller en guerre. Et en même temps, ils sont évidemment témoins impuissants de ce qui se passe en Europe, que l'Europe est en train de basculer sous la dictature des nazis, sous l'occupation, sous le régime de terreur, et que la Grande-Bretagne risque de capituler aussi si on ne fait rien. Mais ils sont pris dans leur propre piège, enfin de leurs idées, qui est de dire nous restons neutres le plus possible. Et Jean Monnet va arriver à convaincre le président américain qu'il faut changer complètement et radicalement cette politique. Alors comment il va faire cela? Alors je vous ai mis là une photo qui est une reproduction d'un document que nous avons ici aussi en reproduction, parce que l'original est dans un coffre-fort en Suisse, dans la Fondation de Lausanne, qui détient toutes les archives historiques de Jean Monnet. Et c'est ce qu'on appelle le balance sheet. Alors, c'est un tableau Excel, on dirait aujourd'hui, hein, simplifié. C'est une feuille de comptabilité. Bon. Et on pourrait avoir n'importe quoi là comme objet. Bon, mais là, on a des matériels militaires, des avions de guerre, des avions de chasse, des bombardiers lourds, des bombardiers légers. Et puis, on a la production britannique et la production allemande projetées pour les 3 années qui viennent. Alors, vous allez me dire, mais d'où Monnet sort-il ces chiffres? De son chapeau? Ben non, parce que comme il est l'émissaire de Churchill, il a accès à toutes les données des services secrets britanniques et américains. Et il y a pas mal d'espions en Allemagne à l'époque. Donc les chiffres, on les a. On sait très bien quelle est la capacité militaire de la production militaire de Hitler. Et on sait aussi qu'elle est 3 fois supérieure à celle que les Anglais peuvent mettre en face, y compris avec l'aide assez légère et assez limitée du matériel américain. Et donc, Monnet, au lieu d'expliquer tout ça dans un rapport de 500 pages, il fait faire juste ce tableau. Vous voyez, ce tableau qu'on appelle le balance sheet, et c'est ça qu'il va présenter au président américain. C'est la méthode. Et d'un seul coup d'œil, le président américain voit les chiffres et il dit « Ah oui, ben, si on ne fait rien, la Grande-Bretagne est perdue et on livre la Grande-Bretagne sur un plateau à Hitler. » Donc, c'est grâce finalement à cette intervention de Monnet que le président américain ira devant le Congrès et ira faire voter une loi pour relancer ce qu'on a appelé le programme de la victoire, pour relancer l'industrie de l'armement et pour livrer beaucoup plus d'armement aux Alliés, enfin surtout aux Britanniques, face à Hitler. Évidemment, pas tout à fait un an plus tard, l'Amérique sera entraînée aussi dans la guerre parce que les Japonais vont attaquer Pearl Harbor. Vous avez sans doute souvenir de cet épisode. Et le Japon attaque les États-Unis. L'Allemagne déclare aussi la guerre aux États-Unis. Donc,
ça y est, les États-Unis sont entraînés dans la Seconde Guerre mondiale et on connaît l'issue. On sait quelle est la puissance économique américaine. Mais malgré tout, grâce à l'intervention de Monet et de son balance sheet, on peut, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens aussi bien placés que Keynes, le grand économiste, qui dira plus tard que grâce à l'intervention de Monet, on aura sans doute raccourci la durée de la Deuxième Guerre mondiale d'au moins 1 an. Donc, vous voyez que l'agissement de Monet n'est pas neutre. Voilà. Alors, on retrouve Monet ensuite à Alger. Et là, Alger, c'est le gouvernement provisoire de la France, puisque l'Afrique du Nord avait été libérée en 1943. Et là encore, Monet joue un rôle important. Il travaille là avec le général de Gaulle, donc il se retrouve. Il s'était quitté depuis Londres. Je passe un peu vite parce qu'on n'a pas 3 heures devant nous, mais il devient ministre aux armements et donc il va pouvoir retourner aux États-Unis pour faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la logistique d'équipement de l'armée, et il va faire en sorte d'équiper l'armée française libre. Donc, tout le monde a entendu parler du maréchal Leclerc et de la division Leclerc. Il y a partout une avenue du maréchal Leclerc. Eh bien, le maréchal Leclerc, s'il a pu avoir des chars américains et des jeeps pour participer à la libération de la France, c'est grâce à l'intervention de Jean Monnet auprès des Américains. C'est un épisode aussi souvent qu'on ne sait pas forcément. Alors, après la guerre, on retrouve Jean Monnet, ici même où je suis, à Bazoches-sur-Guyonne. Vous voyez la maison ici, en bas à droite, une maison modeste au toit de chaume, qu'il a acheté en 1945 parce que le général de Gaulle, qui là était à la tête de la France après la guerre, l'a nommé pour participer à la reconstruction économique du pays, ce qu'on a appelé le plan, le commissariat du plan, c'est-à-dire un grand plan d'ensemble pour reconstruire le pays secteur par secteur. On travaille sur l'agriculture, on travaille sur la métallurgie, on travaille sur les transports, on travaille, etc., sur chaque secteur, l'industrie, etc. Et c'est un peu la carte que vous voyez, Monet, là, assis à son bureau avec la carte de France et les différents secteurs derrière. Et donc, c'est Monet qui avait lancé ce plan. Et il lui fallait donc, parce qu'il n'avait pas d'appartement ou de pied-à-terre à Paris, et il lui fallait un lieu pour vivre à Paris. Mais il n'aimait pas les villes, Monet. C'est un homme de la campagne. Et c'est un homme qui, chaque jour, depuis tant d'années, a toujours commencé sa journée par 1h30 de marche le matin au réveil dans la nature. Marche seul. Vous voyez là sur la photo que Monet est toujours entouré d'un tas de collaborateurs. Il travaille toujours en équipe. Mais le matin, quand il fait ses marches, il est absolument seul. Et là, il a besoin de ce temps de réflexion pour se préparer finalement, pour voir ses projets, mener à bien ses projets, préparer son travail de la journée et son travail aussi à plus long terme. Ça, c'est vraiment ce rendez-vous avec lui-même qu'il s'octroie tous les matins. Quand je dis 1h30, ça pouvait même atteindre plus, 2 heures parfois. Et il avait besoin donc d'un lieu pour habiter qui soit proche de la nature pour pouvoir le faire en toute tranquillité et avec un horizon dégagé devant lui. Et donc, c'est pour cela qu'il a choisi cette région ici de l'ouest parisien, qui, à l'époque, était beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. Il n'y a encore pas énormément d'habitations, mais il y a quand même plus de maisons qu'à son époque. Et il avait besoin de cela. Et donc, il est basé dans sa maison. Il commence sa journée comme cela. Ensuite, il va à son bureau à Paris. Bon, il n'y avait pas les embouteillages qu'on a aujourd'hui, évidemment. Il y va en voiture, mais avec son chauffeur qui le conduit, parce que Monet n'avait jamais passé son permis de conduire. Donc, vous voyez qu'on peut faire une belle carrière professionnelle sans forcément avoir son permis de conduire, même s'il avait la chance d'avoir un chauffeur. Mais enfin, bon, le chauffeur servait aussi de jardinier et puis d'homme à tout faire. Et le conduisait à son bureau et il revenait tard le soir.
Et dans cette maison, il travaillait évidemment aussi le samedi et le dimanche, parce que nous, on a l'habitude de penser que le week-end, évidemment, c'est pour le repos. Pour Jean Monnet, non. C'est-à-dire que le week-end, il continuait le travail, mais chez lui. Donc, il faisait venir des collaborateurs chez lui et en fonction des sujets à travailler, et on continuait à travailler. Et puis, en parallèle, il travaillait sur l'Europe. Parce que là, je vous ai parlé du commissariat au plan. Bon, c'était un programme de reconstruction de la France, mais c'était très franco-français. Mais il avait aussi dans sa tête, depuis plusieurs années, un plan pour reconstruire non seulement l'Europe, mais aussi pour assurer la paix. Parce que vous savez, souvenez-vous, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il avait travaillé à la Société des Nations, qui était censée garantir la paix dans le monde. Eh bien, ça avait échoué. On n'avait pas eu la paix, on n'avait eu que la guerre. Et en particulier entre la France et l'Allemagne, on avait la guerre depuis des générations et des générations. Et ça, Monnet était décidé maintenant à mettre un terme à cette situation, par tous les moyens. Donc, il avait ce projet de repartir sur des bases nouvelles entre la France et l'Allemagne à partir du charbon et de l'acier. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce que c'est que ça, charbon et l'acier? Alors, le charbon, c'est l'énergie. Tout se faisait au charbon, les trains à vapeur, les usines, les moteurs. C'était le pétrole d'aujourd'hui. Il y avait bien du pétrole, mais il y en avait moins à l'époque, on l'utilisait moins. Et le charbon, c'était la source première d'énergie pour un pays, et notamment pour tout ce qui était l'industrie, et même pour produire l'électricité, les centrales au charbon. Donc le charbon, c'était très important. L'acier, évidemment, avec le minerai d'acier et le charbon pour chauffer, eh bien, on a des aciéries, on a du métal. Avec l'acier, on fait des rails pour le train, mais on fait aussi des structures pour les maisons, pour les gratte-ciel, pour toutes les constructions. Et surtout, on fait des armes avec l'acier, on coule des canons, on fait des missiles. Donc, si on met en partage entre la France et l'Allemagne le charbon et l'acier, donc c'est les ressources et l'énergie qui sont les plus précieuses finalement et dont on a le plus besoin pour se faire la guerre, eh bien Monnet est convaincu que si on arrive à mettre en commun le charbon et l'acier, à se le partager sur un plan d'égalité, eh bien on ne pourra plus se faire la guerre. Ça paraît simple comme idée finalement. Pourquoi on n'avait pas pensé avant à cela? C'est l'idée de Monnet. On se fait la guerre à cause du charbon depuis toujours parce que vous savez, le charbon, c'est des mines que nous avons à l'est en France, à l'ouest pour l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est la partie de la Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais en France principalement, qui sont les champs de charbon, le Luxembourg, une partie de la Belgique, et puis aussi l'ouest de l'Allemagne, la Ruhr, la Sarre. Et donc, on va travailler d'abord sur cette question-là, se dit Monnet. Depuis longtemps, il a ce projet. Mais Monnet, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas quelqu'un qui peut, là, pour le coup, porter ce projet-là seul sur le devant de la scène. Donc, il lui faut un homme politique pour porter ce projet-là. L'homme politique, ça va être Robert Schuman. Robert Schuman, à l'époque, il est ministre des Affaires étrangères, mais c'est quelqu'un qui est respecté, qui est connu, et qui est quelqu'un qui est originaire de la Lorraine. Donc lui-même, Robert Schuman, il a vécu les guerres parce qu'il a été tantôt allemand. Quand il est né, la Lorraine faisait partie de l'Allemagne. Bon, il est né au Luxembourg, mais très jeune, il est passé en Lorraine et c'était partie de l'Allemagne. Donc il a d'abord été diplômé à l'université de Strasbourg, qui était une ville d'Allemagne. Et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Alsace-Lorraine est redevenue française, donc il a été homme politique français. Et donc il sait très bien, pour l'avoir vécu vraiment dans sa chair, il sait très bien ce que ça représente, ce conflit entre la France et l'Allemagne. Et il va adhérer au projet de Monnet. Et Monnet, il lui fallait un homme
courageux, capable de tenir bon et qui aurait le pouvoir d'appliquer l'idée qu'il lui soumettait. Et donc, c'est Robert Schuman. Donc, on a ce tandem Schuman-Monnet. Alors, l'histoire a peut-être retenu plus Schuman que Monnet, mais ça, Monnet, ça lui était égal parce qu'il ne voulait pas forcément que son nom soit au devant de la scène. Il avait surtout besoin d'un homme politique courageux parce que ça n'a pas été simple. Imaginez-vous, nous sommes 5 ans après la fin de la guerre. L'Allemagne a occupé la France. Il y a encore des séquelles, enfin plus que des séquelles, il y a des plaies ouvertes. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers à la guerre. Il y a encore des choses qui ne sont pas reconstruites, dévastées. Et on propose de mettre la France et l'Allemagne sur un pied d'égalité. Imaginez-vous ça. Moi, je n'ai pas connaissance dans l'histoire, vous pouvez me contredire, hein, d'un moment dans l'histoire où on ait terminé une guerre de la sorte, en disant, bon, il n'y a pas un vainqueur qui vient se servir chez le vaincu, mais on va mettre le vainqueur et le vaincu sur un pied d'égalité, ils vont se partager ensemble leurs ressources. Je ne connais pas. C'est unique en son genre, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose à méditer. Et c'est le projet de Jean Monnet. Alors évidemment, il va le présenter aussi à l'Allemagne, à Adenauer, le chancelier à l'époque allemand, qui au début se méfie beaucoup, qui pense qu'il y a une arnaque dans cette histoire. C'est trop beau pour être vrai, cette histoire. Et puis finalement, il voit que Monnet est sincère, que Monnet est réellement animé de cette volonté de faire la paix. Et aussi d'aller reconstruire quelque chose pour l'avenir. Cette communauté européenne embryonnaire que Monnet propose. Et donc, l'Allemagne va adhérer à ce projet-là. L'Allemagne de l'Ouest, vous savez qu'elle était séparée en deux et qu'une partie était sous occupation soviétique. Et là, évidemment, on parle de l'Allemagne de l'Ouest. Et puis, d'autres pays vont adhérer aussi. L'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Vous allez me dire, et la Grande-Bretagne alors? Parce que Monnet, il avait été formé en Angleterre, il avait travaillé à Londres, il était ami avec Churchill. Et les Anglais? Les Anglais, pour le moment, ils restent en retrait de ce projet-là. Et Monnet le sait, parce qu'il les connaît bien. Il dit, bon, ils viendront nous rejoindre quand ils seront prêts et quand ils auront compris que le projet est intéressant pour eux. Donc, il ne les force pas, Monnet, à venir. Ils viendront en temps utile. Mais c'est vrai que pour les Anglais, ce projet-là, ça consiste en quoi, ce projet? Ça consiste à mettre en commun le charbon et l'acier, mais il n'y a pas de chef. Ce n'est pas les Français ou les Belges qui dirigent cette mise en commun. Il y a une structure supranationale qui est créée, une haute autorité. Aujourd'hui, c'est devenu la Commission européenne, et une haute autorité qui s'occupe de cette question du charbon et de l'acier. Et ce n'est pas les États, finalement, membres qui dirigent. Et ça, pour les Anglais, c'est un peu dur, hein, un peu trop tôt et un peu trop dur à avaler que la souveraineté puisse être dictée par une haute autorité indépendante. Ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent bien d'un Conseil de l'Europe, ils veulent bien d'une organisation intergouvernementale. Les États travaillent ensemble, essayent de trouver des choses en commun, mais ils ne veulent pas être dirigés par quelque chose de supérieur. Bon, tant pis. Hein. Donc, ils viendront quand ils viendront. Et donc, vous avez ici en bas le texte qui finalement a été rédigé ici. Hein. Il y a une machine à écrire là. Bon, je ne peux pas vous la montrer, mais elle est là. Elle a été tapée là. Il y a eu 9 projets, 9 versions avant d'arriver à la bonne. Une par jour. Mais vous voyez le premier brouillon qui est là manuscrit sur la gauche. Eh bien, il y a 3 mots en premier. Il y a paix, Europe, France-Allemagne. Ça fait 4. Paix, Europe, France-Allemagne. Voilà, tout est dit. On veut faire la paix, on veut la paix sur le continent américain et on part de la France et de l'Allemagne. Parce que la France et l'Allemagne se font la guerre depuis des générations. Et après, on décrit par le menu, finalement, rapidement, ce qu'on va faire. On va mettre une autre autorité
on va mettre le charbon et l'acier en commun sous la supervision de cette haute autorité. Et le projet est ouvert à tous ceux qui voudront nous rejoindre et qui seront dans cet état d'esprit. Et il n'y aura pas de chef. Voilà. Il y aura des institutions. C'est les institutions qui dirigeront. Tout est dit, hein. On est encore dans ce projet-là aujourd'hui. Vous savez bien qu'il n'y a pas de chef. D'ailleurs, c'est ce qui ennuie beaucoup de gens. Ils disent, mais pourquoi l'Union européenne, il n'y a pas un président de la République ou je ne sais pas quoi, un chef? Non, il n'y a pas parce que ça a été conçu comme ça. C'est un trio d'institutions, une institution organisationnelle et administrative, donc cette haute autorité qui aujourd'hui est la Commission européenne. Il y a un Parlement, et il y en avait déjà un dans la première CECA, donc la communauté du charbon et de l'acier. Il y avait un Parlement qui représentait, où des députés des États étaient représentés, donc c'est aujourd'hui le Parlement européen. Et il y avait aussi un organe pour régler les différends, parce que des fois on n'est pas d'accord, donc quand on n'est pas d'accord, on va au tribunal. Donc il y avait une cour de justice, et aujourd'hui il y a toujours une cour de justice européenne. Il y avait un comité consultatif qui existe toujours sous la forme un peu différente, mais encore présente du comité économique et social. Enfin, il y avait toute l'embryon, dès 1950, dans l'idée de Monnet et de Schuman et des autres qui travaillaient avec eux, de ces institutions que nous avons encore aujourd'hui, 70 ans plus tard. Donc, c'est quand même que le projet est bon, puisque ça marche depuis 70 ans. Alors, évidemment, ni Monnet, ni Schuman, ni les autres n'auraient pu imaginer qu'on serait aujourd'hui 28, puis 27, à nouveau États membres. Mais peu importe, on va de l'avant et on ne va pas en arrière. Alors, le 9 mai 1950, le texte donc, qui a été préparé ici est lu par Robert Schuman dans ce qu'on appelle le Salon de l'Horloge, qui est un grand salon dans le Quai d'Orsay à Paris, le ministère des Affaires étrangères. C'est un jour aux Journées du patrimoine, je pense que c'est ouvert, vous pourrez aller faire un tour, vous verrez. On a lu ça devant un groupe de journalistes qui étaient venus pour une conférence de presse, mais qui n'étaient absolument pas au courant de ce dont allait parler Schuman. Donc effectivement, ça fait l'effet d'une bombe, cette histoire-là. On appellera ça d'ailleurs la bombe Schuman. Robert Schuman propose la gestion commune de la production franco-allemande de charbon et d'acier, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation allemande. C'est une sacrée bombe. Mais ils tiennent bon. Alors, ils sont très critiqués. Il y a beaucoup de... Le lendemain, dans une certaine presse, dans plusieurs journaux, on dit que ce sont des vendus, des traîtres, il faut les mettre sur un peloton d'exécution. Ils ont vendu la France aux Boches, etc. Vous savez, c'était le nom grossier qu'on employait pour les Allemands pendant la guerre. Mais ils tiennent bon parce que ce sont des hommes de conviction et ils sont rejoints par les autres gouvernements des autres pays et donc on ne peut pas aller en arrière et on tient bon et ils vont de l'avant. Et 1 an plus tard, le texte est prêt et on a un traité et on a le début de la communauté du charbon et de l'acier. Et comme le dit Monnet lui-même, il n'y a plus de charbon français, luxembourgeois, allemand ou belge. Il n'y a qu'un seul charbon, un charbon européen. Voilà. Et donc, on est en train de faire finalement un début d'États-Unis d'Europe, qui était un peu le vœu de Jean Monnet, les États-Unis d'Europe. Alors, Jean Monnet prend la présidence de cette... Là, je vais vous montrer donc la lampe de mineur qu'il avait reçu en cadeau de la part des syndicalistes allemands qui travaillaient dans les mines, parce qu'évidemment, dès le départ, dans son projet, Monnet s'était préoccupé des travailleurs des mines, de leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Et donc, il avait associé les syndicalistes aux travaux de la haute autorité du charbon et de l'acier. Donc, pour le remercier, les syndicalistes allemands lui ont offert cette lampe de mineur qui est une authentique lampe que les mineurs utilisaient au fond de la mine pour extraire le charbon. Vous voyez comme cet objet est absolument
remarquable de simplicité, mais aussi fait peur, fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'on puisse s'éclairer uniquement avec une petite lampe comme ça à 1000 mètres sous terre, ça fait froid dans le dos. Mais c'était les conditions de travail. Et puis, quand Monet préside la haute autorité du charbon et de l'acier, eh bien, il dit, bon, ben voilà, il faut un statut pour les fonctionnaires. Attendez, voilà. Bien, excusez-moi. Il faut un statut pour les fonctionnaires qui ne sont plus des fonctionnaires nationaux, qui sont des fonctionnaires européens. Et donc, j'ai ici le premier passeport européen, qui est un laissez-passer. Je ne sais pas si vous voyez très bien, et si vous venez un jour au musée, vous le verrez mieux. C'est un laissez-passer que on imagine pour les premiers fonctionnaires qui travaillent dans la haute autorité du charbon et de l'acier, puisqu'ils ne sont plus des représentants de leur pays d'origine, mais ils travaillent pour une autorité européenne. Et donc, c'est le premier laissez-passer européen qui est finalement l'ancêtre du passeport européen qu'on a aujourd'hui. Et il faut savoir que ce laissez-passer existe toujours d'ailleurs. Si les fonctionnaires de la Commission européenne ou même du Parlement peuvent l'obtenir s'ils en ont besoin. Donc, on lui doit des choses comme ça. Après, évidemment, il dit, Monet, il ne s'arrête pas là parce que vous avez compris, il ne s'arrête jamais. Il dit, il y a un deuxième étage à la fusée. On a fait le charbon et l'acier, c'est une première chose pour faire la paix. Mais le deuxième étage de la fusée, c'est l'armée. Si on a une armée commune, ensemble, une armée européenne, ben, on aura encore moins de risques de se faire la guerre entre nous. Parce que vous savez que bon, l'armée, c'est un symbole de souveraineté important, évidemment. Et encore aujourd'hui, on n'a toujours pas d'armée européenne. Et bien pourquoi on n'en a pas? Parce que tout était prêt. Il y avait un traité qui avait été négocié, qui était prêt. Et malheureusement, la France, à l'époque, s'est opposée et n'a pas ratifié ce traité. Et vous voyez ici, par exemple, une affiche de propagande à l'époque pour les anti-traités qui disait c'est pas possible qu'on réarme l'Allemagne, sinon l'Allemagne va à nouveau nous envahir. Hein, puisque il y avait six pays, et dont l'Allemagne, et donc si on faisait une armée commune, il fallait aussi que l'Allemagne ait une armée et qu'elle envoie des soldats dans cette armée commune. Et comme après la guerre, l'Allemagne était sanctionnée, n'avait pas le droit d'avoir une armée forte, eh bien évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Donc ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est toujours pas fait d'ailleurs, on en discute toujours. Il y a des sujets comme ça qui avancent et puis il y a d'autres sujets qui n'avancent pas vite, bon, parce que ça ne correspond peut-être pas à l'esprit. Ça ne s'est pas fait. Bon, donc, Monet est parti faire autre chose. Il a créé un comité d'action qu'il a financé lui-même. Il a vendu sa société de cognac pour financer son comité d'action. Et il s'est mis à travailler sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire la communauté économique européenne et le traité de Rome en 1957. Et là, il était déjà assez vieux, Jean Monnet, hein, donc il a continué jusqu'à ce qu'il soit vraiment âgé et qu'il ait de 85 ans. Et là, bon, il s'est dit, maintenant, j'arrête quand même. Et il s'est retiré pour écrire ses mémoires. Donc, si un jour vous avez envie d'en savoir plus sur Jean Monnet, raconté par Jean Monnet, je vous inviterai à lire les mémoires, parce que toutes ces périodes dont je vous ai parlé là, eh bien, il les détaille évidemment avec beaucoup d'explications, et on se rend mieux compte finalement quand on lit les mémoires de la difficulté dans laquelle il était, parce que tout ça, quand on le raconte, ça semble simple, ça semble finalement s'enchaîner de manière assez logique et sur le plan historique, mais tout ça n'était pas simple du tout. Évidemment, j'ai tendance à dire d'ailleurs que quand c'était trop simple, ça n'intéressait pas Monet. Hein. Quand il voyait une difficulté, il disait il faut tester la solution et on verra bien si ça marche. Alors, après avoir écrit ses mémoires, il est quand même très âgé. On est en 1976 quand les mémoires publient. Il est mort en 1979, donc 3 ans plus tard. Bon, là, il
donne encore des conseils, mais il décède en 1979. Il est d'ailleurs, il y a la cérémonie de l'enterrement de Monnet qui a lieu donc, dans la ville d'à côté, ici, hein, à Montfort-l'Amaury, et tous les chefs d'État et de gouvernement sont présents. Rendez-vous compte quand même, on est dans un petit coin de campagne, etc. Bien non, ça n'a pas découragé. Et les gens ont dit il faut qu'on rende hommage à Jean Monnet. Donc, ils sont tous venus. Évidemment, le président français, Valéry Giscard d'Estaing, était là, mais Helmut Schmidt, le chancelier allemand, enfin tous, ils étaient tous là. Quelques années, alors j'avais oublié de vous dire que quelques années avant sa mort, Jean Monnet aussi avait reçu une haute distinction européenne, la première d'ailleurs, il avait été fait citoyen d'honneur de l'Europe. Aujourd'hui, à ce jour, il n'y a eu que 3 citoyens d'honneur de l'Europe. Il y a Jean Monnet, il y a eu Helmut Kohl, le chancelier allemand, notamment pour tout ce qu'il a fait au moment de la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. Et puis, il y a Jacques Delors, qu'on connaît aussi, qui est toujours vivant, mais pour tout ce qu'il a fait ensuite pour la relance européenne. Donc, Jean Monnet, finalement, cette distinction a été créée pour Jean Monnet, citoyen d'honneur de l'Europe. En 1988, pour les 100 ans de la naissance de Jean Monnet, donc Jean Monnet avait été mort en 1979, a été enterré au cimetière de Bazoches, ici, à Bazoches-sur-Guyonne. Mais en 1988, on a décidé, le président français de l'époque, François Mitterrand, a décidé qu'il fallait honorer beaucoup plus Jean Monnet et on l'a transféré, donc, son cercueil au Panthéon à Paris, où reposent tous les grands hommes de la nation. Et donc, aujourd'hui, Jean Monnet est au Panthéon. Alors, je vous invite, d'ailleurs, si vous êtes parisien un jour, à aller voir le Panthéon, parce qu'il n'y a pas que Jean Monnet, il y a plein de gens illustres. Et c'est un beau monument, et c'est un monument chargé d'histoire et d'émotion. Et je vous invite à aller, si vous en avez le souhait, vous recueillir un peu devant la tombe de Jean Monnet. C'est impressionnant. Malheureusement, il y a une chose quand même, c'est qu'il est seul au Panthéon. Sa femme, Sylvia, qu'il aimait tant, est restée, elle est décédée en 1982, elle est restée au cimetière de Bazoches. Donc, elle est seule maintenant dans la tombe. Alors, c'est vrai que pour Simone Veil, il y a 2 ans, quand elle a été mise au Panthéon, aujourd'hui, le président Macron a accepté que son mari soit aussi l'accompagne, son mari décédé évidemment, qui était décédé avant elle, l'accompagne au Panthéon. Mais à cette époque, ça ne se faisait pas. Donc, malheureusement, Jean Monnet, le couple Monnet n'a pas pu être, s'est trouvé séparé, n'a pas pu être remis ensemble au Panthéon. Peut-être un jour, on pourra corriger cela. Enfin, moi, je trouverais ça bien. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur Jean Monnet. La maison de Jean Monnet, vous viendrez la voir. C'est un musée et c'est un lieu de conférence. On sera ravis de vous en dire plus. On sera ravis de vous parler de sa méthode de travail qui était, vous l'avez compris, assez singulière et assez exceptionnelle et différente de ce qu'on peut imaginer parfois d'un fonctionnaire d'État ou bien d'un grand décideur. Et je suis à votre disposition si vous avez maintenant des questions. Je me tourne vers les organisatrices pour me dire si elles ont recueilli des questions pendant mon exposé qui a été un peu trop long. Je m'en excuse d'avance. Merci. Merci Philippe de ton intervention, c'était passionnant. Je n'ai pas osé te couper. On est arrivé pratiquement à la fin de notre temps, mais je vois quand même qu'il y a des bravos qui commencent à envahir l'écran. Je crois que je n'étais pas toute seule à écouter religieusement ton exposé, puisqu'il n'y avait pas énormément de questions.
Isabelle a essayé de demander aux jeunes quelles étaient les qualités qu'ils ont retenues pendant ton discours. Donc, ce n'est pas vraiment des questions, mais tu peux le voir tout seul sur le chat, mais je te cite quand même quelques commentaires des jeunes qui ont dit que, voilà, par exemple, Gabriel qui a dit rapidité, précision, résistance physique, ce sens de contact. Dragana qui a dit quelqu'un qui aborde des problèmes d'un point de vue panoramique avec la hauteur. Voilà, il y avait d'autres. Rania, elle a dit qu'il était déterminé selon elle. Salomé, il a dit qu'il était courageux. Je ne sais pas pourquoi elle a mis un point d'interrogation, mais peut-être qu'elle pourrait nous expliquer si elle veut bien. Voilà, donc il y a eu des commentaires. Et puis à la fin, Isabelle a posé aussi une question qui est intéressante et qui demande aux jeunes, peut-être aux moins jeunes aussi, qu'est-ce que Jean Monnet vous inspire? Évidemment, les temps ont totalement changé. Tu parlais de Philippe du fait qu'il prenait le temps tous les matins pour une marche d'1 heure et demie. Aujourd'hui, le pauvre, il serait obligé de remplir une attestation. Mais voilà, les temps ont changé. Tu nous invites aussi à venir visiter la Maison de l'Europe. Je ne peux que vous encourager à faire ça parce que c'est vraiment un lieu unique. Et puis, ce que je voulais ajouter, ce que tu as évoqué, mais bientôt, on va avoir la journée de l'Europe, donc le 9 mai, cette fameuse déclaration de Robert Schuman qui était inspirée par Jean Monnet et qui était prononcée au Salon de l'Horloge au Quai d'Orsay. Et bon, habituellement, justement, le Salon de l'Horloge est ouvert, et notamment le 9 mai, mais nous, à la Maison de l'Europe, depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans, on organise une fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais en tout cas, on va certainement être présent sur les réseaux sociaux. Alors, souvent, on pose la question, si c'est une fête de l'Europe, pourquoi ce n'est pas un jour férié? Philippe, est-ce que tu sais? D'abord, le 8 est un jour férié en France, le 8 mai. Alors, c'est vrai que d'avoir 2 jours fériés d'affilée, bon, nous, on aime bien les grands ponts, hein, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Pourquoi le 8 mai est férié? Parce que nous, on date la victoire de 1945, c'est-à-dire la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945 comme le jour de la victoire. Bon, dans d'autres pays d'Europe, il ne date pas la même date, il le date le 9 mai. Donc, notamment l'Union soviétique célébrait le 9 mai. Et les pays qui nous ont rejoints de l'Europe orientale, certains pays, en particulier les pays baltes, qui étaient sous occupation et qui faisaient partie du territoire soviétique, hein, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, eux, ils ont toujours eu des parades militaires soviétiques le jour du 9 mai. Et ça ne leur plaît pas du tout de se rappeler que cette époque-là. Et donc, à un moment, on avait proposé au niveau européen justement de faire du 9 mai un jour férié à travers toute l'Europe. Eh bien, pour le moment, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que le 9 mai, bon, d'accord, c'est la date de Robert Schuman, 1950, mais eux, en 1950, ils étaient dans tout à fait autre chose. Ils étaient dans l'Union soviétique ou dans les pays satellites de l'Union soviétique. Ils n'ont pas eu du tout la même histoire que nous en 1950. Donc, voilà, on ne peut pas leur reprocher de penser cela. Alors, on leur dit quand même, bah, écoutez, on vous accueille le 9 mai pour célébrer l'Europe entre nous. Bon, un jour férié ou pas, peu importe finalement. Vous savez que même dans certains pays, on travaille pendant les jours fériés. C'est une vue de l'esprit, hein, les jours fériés en congé. La fête nationale suisse, par exemple, le 1er août,
c'est un jour férié où toute la Suisse célèbre la fête nationale, mais ce n'est pas un jour chômé, c'est un jour travaillé. Voilà. Donc, tout est possible, hein, chaque pays a ses règles. En tout cas, en France, c'est jamais vraiment venu sur le tapis. Il y a quelques Européens convaincus qui ont un jour essayé de faire valoir l'idée d'arrêter avec le 8 mai comme jour férié et de mettre le 9 mai à la place pour célébrer finalement la paix au lieu de se commémorer les guerres, et de faire par exemple du 11 novembre, où on commémore la fin de la Première Guerre mondiale, de faire un jour commun pour tous les conflits. Moi, je suis assez partisan de cela, mais enfin bon, il faut arriver à convaincre. Hein. Je ne suis pas Jean Monnet, donc lui, il arrive à convaincre. Donc, de faire, par exemple, le 11 novembre pour toutes les guerres, les conflits, commémorer, hein, on ne fête pas, mais on commémore, et puis de faire le 9 mai pour l'Europe et la paix. Pourquoi pas? Peut-être qu'on verra cela un jour. En tout cas, bon, c'est vrai que nous, avec notre 8 mai qui est férié juste avant, ça complique un peu les choses. En plus, cette année, c'est un dimanche, bon, donc, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. En tout cas, nous, si on peut accueillir des visiteurs le 9 mai, si entre-temps, on a à nouveau le droit de le faire, ben, on sera ravis, hein, on est ouvert tous les jours de l'année. Et on est prêt, en tout cas, à accueillir les visiteurs. Le 9 mai, c'est un jour où on doit commémorer cette idée de Monet-Schumann, mais aussi, on ne regarde pas que vers le passé, on regarde aussi vers l'avenir. Donc, on doit penser à comment aller de l'avant dans le projet européen. Et notamment dans cette période difficile que nous traversons de pandémie, c'est un moment aussi pour voir comment l'Europe peut apporter une réponse encore plus forte sur ces problèmes que chaque État de manière séparée. Comme disait Monet, on travaille pour l'intérêt commun et pas pour l'intérêt particulier. D'ailleurs, Philippe, si tu me permets, à Luxembourg, on a déjà transformé le 9 mai dans une journée fériée, donc la journée fériée de l'Europe. Donc, on a déjà un précédent. Peut-être que ça sera aussi possible de le faire au niveau européen. Et effectivement, cette année, Ursula le rappelait, on aura la fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et pour des raisons normales, bon, on sera peut-être qu'en digital. Et c'est que le dimanche 9 mai, aussi parce que le 8, c'est férié plutôt pour la France. Mais bon, on a un peu cette précédente pour Luxembourg. Peut-être qu'un jour, on pourra espérer avoir les 27 pays membres réunis autour d'une fête commune. Qui sait? Ben voilà, écoutez, nous sommes 15h29. Je vois une question de Madame Isabelle. Oui, alors je voulais bien sûr vous remercier, Monsieur Philippe Le Guen, au nom de tous les jeunes, parce qu'il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a aussi en off. On m'envoie pas mal de petits messages codés. Beaucoup de jeunes vous remercient. Beaucoup me disent « Ah, c'était bien raconté, c'était super, c'était un joli voyage très intéressant. » Beaucoup d'échanges et aussi beaucoup d'idées. Donc, nos jeunes nous ont dit « Ah, mais quand même, c'était un homme un peu humaniste, un homme d'idées, un rassembleur d'hommes. » Voilà, ça a été perçu, hein, cette vision des choses. Un humaniste par le sens du partage, un homme de paix qui voulait ce bien commun. Et puis aussi, ce qu'on peut mettre aussi en avant, c'est cette insatiable curiosité qu'il avait. Il était animé par sa curiosité, hein, et donc toujours à la recherche des solutions. Donc, vous voyez, dans la vie, c'est vrai qu'on se cherche tous une vie la mieux possible, le plus souvent possible, et être bien entouré. Vous avez parlé aussi de rencontres, c'est important, hein, dans notre vie. On a des moments comme ça de rencontres, et qui fait que les choses peuvent basculer, voilà, sans que même on le sache. Hein. Donc, il faut essayer de saisir les opportunités et toujours avoir l'esprit ouvert, les yeux bien ouverts, hein, par rapport à son environnement, et saisir les occasions. Moi, je ne connaissais pas toutes les anecdotes que vous nous avez racontées, citées, donc je me suis laissée emporter aussi par votre narration de A à Z, vraiment très, très intéressante, complète. Voilà, je voulais vraiment vous remercier au nom des jeunes. Merci à toute l'équipe de l'organisation de la Maison de l'Europe, super, hein, merci beaucoup. Ils sont des pros, hein, sont des pros de Zoom. Ah oui, c'est exceptionnel. Ben, on est fan, hein, c'est pour ça qu'on revient tous les mois. Hein. On a planifié l'année. Hein.
Et donc, on vous attend hein, sur le parvis si vous voulez participer sur un week-end. Peut-être que nous irons un jour sur une programmation plus audacieuse, comme l'était Jean Monnet, hein, parce qu'on a aussi cité Téméraire. Hein. Il y a eu des gens qui ont dit que c'est un monsieur téméraire, un peu aventurier, vous voyez. Donc, peut-être un jour, on ira aussi visiter les institutions européennes et qu'on prendra le train ou le bus, pourquoi pas. Pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais demain, ça sera un autre jour. Et donc, voilà, Jean Monnet a sans doute et certainement transformé nos vies. Il faut aussi donc l'avoir en tête. Et donc, j'ai bien aimé aussi votre terme, les Levantins. Je ne connaissais pas cette expression, je trouve que c'est poétique, plein de charme, les Levantins. Voilà, donc on en ressort bien, vous voyez, de ce genre de vision. Écoutez, vous m'envoyez ravi. Et Ça me fait plaisir. peut-être aussi, quand ça sera possible, Isabelle, justement, je me permets de… c'est vraiment un havre de paix, la maison. Vous l'avez vu en photo, les jeunes, pour vous qui peut-être n'avez pas cette perspective sur la maison Jean Monnet. Je pense que Philippe, avec toute l'équipe de la maison qui est aussi avec nous en Zoom, maintenant, voudront avec plaisir vous accueillir pour justement ressentir cet havre de paix. C'est la maison, mais aussi le parc. Philippe, peut-être quelques mots aussi, tu peux nous dire par rapport au parc qui a été transformé et qui est aussi très sympathique pour faire peut-être des petites pique-niques le jour quand ça sera possible. Ah oui, oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de restaurant ni de boulangerie dans la commune ici. Donc, quand vous venez avec votre petit sac et puis on vous accueille volontiers pour le pique-nique. On a des tables de pique-nique. On a aussi un petit amphithéâtre dans le jardin, entouré de fleurs et de plantes médicinales, qui est entretenue par une association, l'association Paradiso des jardins européens. On travaille beaucoup avec le milieu associatif. Et donc, ce petit amphithéâtre de 60 places permet aussi de faire la petite conférence que j'ai fait là. J'aurais pu la faire aussi à l'air libre, entouré d'oiseaux et de fleurs, qui commencent à sortir maintenant. Le printemps arrive. Je veux vous dire aussi qu'on a, grâce au Parlement européen qui est propriétaire et grâce à nos impôts à tous, les citoyens européens, qui alimentent le budget du Parlement européen, actuellement, il y a la construction d'une structure d'hébergement, donc de 32 chambres, qui permettra, parce qu'on reçoit beaucoup de gens qui viennent en formation, en séminaire, et qui doivent ensuite, s'il reste plusieurs jours, se rendre dans les hôtels à 30 km d'ici, à 15 km, etc. Là, ils pourront rester sur place pour la nuit dans des chambres. Alors, ce n'est pas de grand luxe, hein, mais ce sera des chambres tout confort, individuelles, avec salle de bain, enfin douche, etc. Donc, ce sera à des moments ouverts aussi à des associations, pourquoi pas aux missions locales, puisque l'objectif, c'est d'être un service public ouvert à tous. Donc, ce ne sera pas réservé aux happy few de l'Europe ou aux députés européens ou aux experts. Ce sera ouvert aussi à la société civile et aux jeunes. Voilà. Ça ouvrira en principe dans un an, à l'été 2022, je l'espère, si tout le planning n'est pas retardé. Mais je vois que ma collègue Josette est en train de vous filmer le parc sur Zoom. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Josette Torres. Il faudrait parler, Josette, parce qu'autrement, elle n'arrivera pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, si vous cherchez, vous verrez le parc. Elle n'a pas enclenché son micro, mais c'est vrai que… Voilà, vous avez le micro, comme ça vous voyez Voilà. Donc, une vous petite voyez, vision du c'est parc. Véronique qui parle, c'est Josette qui filme. Mais vous voyez donc le parc actuellement avec un rayon de soleil. Bon, voilà, depuis la fenêtre de nos bureaux. Voilà. Mais, il y a des gens qui… Il ne faut pas trop dire qu'on a ces genres de conditions de travail en temps de Covid, parce que sinon, on va paraître vraiment pour des privilégiés. Mais nous faisons ça vraiment pour préparer le retour des visiteurs. Et si nous sommes là au bureau, ce n'est pas pour nous cacher et vivre tranquille, c'est pour préparer des activités et notamment le retour tant espéré de nos 12 000 visiteurs que nous avons chaque année et qui nous manquent énormément. Voilà. Tout à fait. On a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup Philippe, c'était vraiment très bien. Écoutez, dernière chance pour poser une question à Philippe ou à quelqu'un d'autre de l'équipe de la Maison de l'Europe ou de l'équipe de la Maison Jean Monnet.
en direct si vous voulez bien. Je vous laisse 2 secondes. Je rappelle que dans le public, on avait Madame Michèle Guillerose, dont le père était collaborateur de Jean Monnet. Vous pouvez aussi trouver un livre sur la vie de Monsieur Jean Guyot. Il y avait également parmi nous Noël Uri, dont le père également était un collaborateur de Jean Monnet. Donc, vous savez, il y a encore des enfants, des collaborateurs de Jean Monnet qui sont en vie et qui peuvent témoigner. D'ailleurs, je crois que Noël Uri prépare, elle a dû nous quitter parce qu'elle avait une autre conférence, mais elle prépare aussi un colloque sur la vie de son père. Donc, ce sont des histoires vraiment passionnantes, pas communes, extraordinaires, qui valent vraiment la peine d'être connues. Mais comme c'est souvent, comme ce sont des gens qui ne sont pas énormément connus, on ne se précipite pas sur la découverte de leur vie. Mais comme vous avez pu constater aujourd'hui avec Philippe, qui en plus raconte cette histoire extrêmement bien, voilà, ça vaut la peine d'être connu. Et donc, Philippe, on se retrouve à la Maison Jean Monnet pour écrire une série Netflix sur Jean Monnet. Absolument, absolument. Si même parmi les jeunes, là, si vous avez des scénaristes en herbe, parce que raconter une histoire, c'est une chose, arriver à en faire un bon scénario de film ou de série, même si on a tous les ingrédients, mais il y a quand même un savoir-faire. Donc moi, je suis preneur, hein, parce qu'on a toujours cette idée. Pour moi, Jean Monnet, c'est un personnage absolument digne d'une série. C'est romanesque, c'est aventurier et c'est instructif et on lui doit de beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de raison. On a vu des séries avec des personnages, à mon avis, d'une envergure encore moins importante que Jean Monnet. Donc, allons-y. Donc, un appel à tous les bons scénaristes en herbe. On fait un comité de travail et on se met autour de la table, comme disait Jean Monnet. L'important, c'est de mettre les gens autour de la table et ensuite les idées viennent. Donc, allons-y. Bon, ben écoutez, appel est lancé, pas de questions. Et donc, je vais clore cette session avec un peu de retard. Je remercie tous les partenaires, la Maison la Maison de l'Europe de Paris, le Centre d'information Europe Direct, la Maison Jean Monnet, et il ne nous reste plus qu'à remplir la mission locale. Et la mission locale. Et la mission locale de Paris, bien évidemment. Et il nous reste, mais je me précipitais parce que là, je vais encore me faire engueuler. Je n'ai pas fait suffisamment de rappels pour remplir le formulaire d'évaluation. Donc, si ça vous dit, faites-le et renvoyez-le à la maison. À la maison. Toutes ces maisons, ça, oui. Oui, à tous les jeunes. À Monica. Oui, à tous les jeunes, vous avez reçu un mail, hein, donc pour remplir ce questionnaire. Donc, on compte sur vous, tous les jeunes, de bien le remplir. C'est important, hein, voilà, d'avoir le retour, hein, de vos évaluations. Voilà. Donc, à la prochaine fois. La prochaine fois, on va traiter la mobilité, il me semble. Voilà. Je vous dis au revoir et merci de votre participation. Au revoir. Au revoir à tous.